ce que Hitler a en tête ne ressemble en rien à ce que Napoléon a en tête. Pour Hitler, une chose est certaine, cette campagne ne ressemblera pas à celle qu'il a menée avant et non plus à celle qu'il mènera après. Son objectif est radical. Il s'agit de détruire non seulement l'État soviétique, sous-entendu l'État judéo-bolchevique, mais également de détruire le vieil État russe. On le détruit pour le coloniser, asservir les populations qui s'y trouvent et en éliminer une certaine partie, puisque chez Hitler, il y a aussi une intention génocidaire, soit par la faim, soit directement par les armes, qui est sous-jacente. Je pense que chez Napoléon, on est aux antipodes de cette vision sauvage entre toutes. Oui. En effet, vous avez raison, les deux tentatives, les deux campagnes n'ont pas le même objectif. Avec Napoléon, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique qui fait partie de la diplomatie, de la géopolitique traditionnelle de l'Europe de son époque. Et son objectif à lui n'est évidemment ni de conquérir, ni de civiliser, ni, comme on l'a écrit de temps en temps, de se proclamer empereur de l'univers. Il y a des Russes qui ont développé cette théorie, disant même qu'il avait emmené avec lui les habits du sacre pour se faire sacrer empereur de l'univers à Moscou. Enfin bon, tout ça est un peu folklorique. Son but à lui, c'est de parvenir à la paix avec la Russie en lui imposant de se tourner vers l'Orient. Pour les Européens de l'époque, les Russes sont les barbares du Nord qui n'ont pas à s'occuper des affaires européennes. Pour Napoléon, il devait y avoir une grande bataille, 15 jours, 3 semaines après le début de la campagne, et puis ensuite on ferait comme d'habitude, on se rencontrerait, on discuterait, on ferait la paix. Donc on n'est pas en effet dans la même conception de la guerre de Russie. Chez Hitler, aucune négociation n'est possible. C'est ça qui est frappant. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais Napoléon cherche à négocier avec Alexandre. Sans arrêt. D'ailleurs, son drame, c'est qu'il n'y arrive pas. Oui. Alors que chez Hitler, évidemment, il est hors de question de négocier avec un État qu'il a qualifié immédiatement, depuis longtemps d'ailleurs, de judéo-bolchevique. On ne négocie pas avec cet État qui est racialement inférieur. Là, on a une idéologie qui est prégnante. De votre côté, il n'y a pas d'idéologie. Non. Quant aux objectifs raciaux, sémitiques ou que sais-je encore, ils sont totalement absents, même on peut dire de la pensée de Napoléon. Le problème des alliances me paraît en effet intéressant et en y réfléchissant un peu, il me semble quand même que Hitler s'en est mieux tiré de ce point de vue-là que Napoléon. Hitler a réussi à attirer un allié au nord, c'est la petite Finlande, petite mais vaillante et militairement solide. Et au sud, il a réussi à attirer la Roumanie, qui est un pays plus faible, mais dont il avait absolument besoin. J'ai le sentiment que Napoléon, lui, n'est pas parvenu à trouver les bons alliés. Oui, il n'a pas trouvé les bons alliés, mais il a beaucoup d'alliés. La campagne de 1812, c'est une campagne européenne contre la Russie, puisque tous les États européens, à l'exception de la Suède, ont des troupes dans la Grande Armée. Laquelle Grande Armée compte, on va dire, un bon tiers de Polonais, un bon tiers d'autres, et puis un tiers de Français. Donc c'est quand même une armée très internationale. Mais c'est vrai que c'est une alliance dirigée d'une seule tête par Napoléon, mais qui en effet a des faiblesses sur lesquelles Napoléon n'a peut-être pas porté assez d'attention, d'autant que les traités d'alliance principaux avec la Prusse et l'Autriche ont été quand même obtenus de force. Après, c'est sur le caractère multinational de l'armée d'invasion. Effectivement, il est majeur dans le cas en 1812, seulement un tiers de Français des vieux départements, si j'ai bien compris, 2 tiers qui viennent d'ailleurs. En 1941, on n'est pas dans cette proportion. De mémoire, on est dans les 3 600 000 hommes qui attaquent l'Union soviétique, on est à 85% de Germains du Reich et à 15%, de supplétifs finnois, slovaques, hongrois et autres roumains. Donc la disproportion, elle est quand même flagrante. Ça reste une armée, la Wehrmacht reste une armée beaucoup plus homogène. En ce qui concerne Hitler,
et ça peut paraître curieux, il n'y a quasiment pas de voix dissonante lorsqu'il annonce, en même temps que Goebbels, que c'est l'affaire de 3-5 mois. Personne ne l'a véritablement contré sur la certitude de la victoire. Les généraux allemands ont émis des doutes sur la validité stratégique du concept. Le concept majeur d'Hitler, c'est que pour amener Londres à résipiscence, il faut lui enlever ce qui lui semble sa dernière épée continentale, à savoir l'armée rouge. Je pense qu'il commet une erreur absolument phénoménale. Donc c'est pas ça qui est décisif pour Churchill. Ce qui est décisif, c'est le soutien des Américains. Mais tant que l'Amérique est en dehors du jeu et peut potentiellement rentrer du côté britannique, les Britanniques ne jetteront pas l'éponge. On lit le journal, quand on lit le journal de Halder, qui est la tête pensante de la campagne, qui est chef d'état-major de l'armée de terre, il n'y a jamais le moindre doute sur le fait qu'ils vont gagner. Mais donc cette certitude de la victoire, elle est aussi nourrie par des raisons raciales, puisque c'est une guerre idéologique, qui amène Hitler à penser que les premières défaites provoqueront ipso facto un effondrement du régime, un peu sur le modèle du tsar en 1917. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des réticences dans l'entourage de Napoléon. Il y a d'abord évidemment Caulaincourt. Lui, il a compris que la montée des périls s'accompagne aussi d'une décision de plus en plus forte de la partie russe d'en finir avec les Français. Alors pour des tas de raisons, pour des raisons bien sûr géopolitiques, on va dire, mais aussi pour des raisons économiques. Lui, il sait qu'une plaine russe, quand on dit que c'est long, on se trompe encore, parce que c'est plus que long, c'est interminable. Il parle de l'hiver très tôt avec Napoléon. Napoléon ne le croit pas. Le seul problème qui taraude un peu les généraux, c'est la façon dont l'armée a été organisée au départ. Placer Jérôme Bonaparte à la tête d'un des corps les plus importants, de mettre le maréchal Davout, qui est sûrement son meilleur, sous les ordres de ce frère qui a jamais commandé plus qu'une compagnie d'infanterie. Au début de la campagne, c'est un peu là que va se situer la toute petite opposition à l'intérieur des rangs des maréchaux. Donc c'est pas une campagne qui leur fait peur. Pour eux, c'est une guerre classique sur un terrain de jeu qu'ils connaissent un peu moins bien, mais enfin on arrive toujours à s'arranger. Oui, je pense qu'Hitler ne pouvait pas l'emporter en un coup. C'est pas possible, surtout avec une armée hyper offensive, parce que certes, les Russes saignent beaucoup, mais les Allemands aussi. Si la grande armée a fondu pour des problèmes logistiques, la maladie, la faim, la désertion, enfin c'est la plaie endémique, l'armée allemande reste soudée, mais elle a des pertes terribles au front. De quelque façon qu'on prenne nos problèmes, ça n'était pas possible. Au fond, je crois qu'en 1812, il faut bien qu'on comprenne que cette armée russe, c'est une armée de serre. Finalement, Napoléon avait peut-être raison, 2 batailles, on élimine le maximum d'officiers, ça les meurt de combat, ça amène le tsar à discuter. C'est pas du tout comme ça que fonctionne l'armée rouge. L'armée rouge, elle a une capacité à se régénérer qui est stupéfiante. Quand sont tombés les premiers chiffres d'encerclement à Minsk, et notamment les pertes de matériel, les Soviétiques ont perdu 10 000 chars et environ 10 000 avions en 3 mois. Plus que ce que possède le monde entier. Donc, tout le monde s'est dit, c'est fichu. Mais non, c'est pas fichu. Véritablement, l'Union soviétique est un camp militaire en armes. Donc tout a été préparé en pensée, résultat, ils ont pu encaisser des défaites, plus les pertes sur le champ de bataille, on doit être aux alentours de 5 millions d'hommes en moins. Et là, je vois quand même une analogie entre la Grande Armée et la Wehrmacht, c'est que les deux armées n'ont que très peu de renforts, à mesure qu'elles rentrent, elles fondent, elles s'usent. Il n'y a pas de régénération par le système militaire. C'est pas possible. On a beau dire que l'équipement de l'Union soviétique n'est pas comparable à celui de l'Europe occidentale en 1941, c'est vrai, mais il est sans commune mesure plus développé que celui de 1812. Ce qui fait que la Grande Armée est quand même beaucoup plus démunie, et puis on va à pied. On va à pied, les Allemands ont 600 000 véhicules. Donc c'est vrai que leur logistique, elle a défailli à partir d'août 1941, mais au pire moment, donc en décembre, janvier 41-42, il leur arrive quand même la moitié de ce dont ils ont besoin. La moitié. Comment est-ce qu'on a préparé l'entrée en Russie? Vous connaissez, on emmenait les bœufs, on mettait de la paille sur les chevaux, enfin il y a toute une série d'anecdotes comme ça qui font croire qu'ils sont partis bien équipés. En fait, ils sont partis
on va dire, équipés comme d'habitude, lorsqu'ils allaient faire des campagnes dans des pays de l'Europe occidentale, où au fond on arrivait quand même toujours à se débrouiller, sauf en Pologne pendant la campagne de 1807. Les Russes ont interdit la circulation des cartes en Europe occidentale, donc on sait qu'il y a une route qui va à Moscou. Voilà une analogie avec 41. Oui, ça ne montre pas les bonnes cartes. Oui. Et les Français, on pensait qu'ils allaient se nourrir sur le pays comme ils avaient toujours fait. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'être 150 000, ils étaient plutôt dans un même secteur entre 250 et 300 000. Évidemment, la catastrophe majeure. Mais ils décident quand même de reprendre la même route, et là c'est la catastrophe absolue, puisqu'il n'y a plus rien. Là, alors, non seulement il y a eu les prélèvements, les pillages de l'allée, plus la terre brûlée, et plus l'hiver qui arrive, donc il n'y a strictement plus rien. Au fond, Napoléon fait une guerre, j'allais dire, exagérons un petit peu, mais il fait une guerre du XXe siècle avec une logistique du XVIIIe. C'est ça. On va très loin, mais on n'a rien prévu pour aller aussi loin, et surtout pour revenir. Pour revenir. Ouais. Et c'est aussi la grande différence entre les deux campagnes, c'est que les Allemands ne reviennent pas. Il n'y a pas de cette retraite qui est absolument catastrophique. Et justement, alors je ne sais pas, on ne peut pas faire d'histoire fiction, mais si les Allemands avaient pris Moscou en 1941, est-ce qu'il ne leur serait pas un peu arrivé la même chose? C'est-à-dire, ouf, on y est arrivé, maintenant, feiern wir alles. Hein. Et parce qu'en 1812, c'est ce qui se passe. L'armée qui entre à Moscou est déjà très affaiblie, alors saignée à blanc par la bataille de la Moskova, et puis Napoléon laisse l'armée à elle-même pendant plus d'une semaine. La faiblesse, l'impossibilité des Français de se ravitailler, de faire venir des renforts, vous l'avez dit. On pense qu'il y a à peu près 200 000 hommes qui à un moment sont passés en Russie à la suite des 450 000 premiers, mais de même que les autres se repliaient, les lignes de communication se sont repliées aussi, et très peu de monde est monté au front. Hitler va dégainer tout de suite. Je ne sais pas si c'était le cas avec l'empereur, mais Hitler dégaine tout de suite cette idée qu'on a été battu devant Moscou par le froid. C'est évidemment une mauvaise excuse, parce qu'en réalité, ils attendent que passent un peu les bouts, et ils redonnent ce qu'ils croient être le dernier coup de collier le 15 novembre. Donc au moment où l'empereur, lui, il a déjà repassé, où il est en train de repasser la Bérésina. Il fait froid, mais il y a même des journées positives. C'est pas encore un froid inhumain. La Wehrmacht tombe en lambeaux devant Moscou, ils ne vont plus faire que s'affaiblir. Donc c'est le moment où il faut cogner, et c'est à ce moment-là que le thermomètre s'effondre. Donc paradoxalement, c'est peut-être plus l'armée rouge qui a été gênée par le coup de froid, parce que les Russes vont attaquer le 6 décembre dans des conditions, alors là, dantesques. Il fait moins 30, les abats de neige sont absolument monstrueux, on n'y voit plus rien. Les chars ne savent pas où ils vont, tout le monde se perd, c'est un monde tout blanc, et c'est vrai que ça a considérablement gêné les Russes. Les descriptions côté allemand qui disaient, mais les armes, la graisse gelait, on ne pouvait plus tirer à la mitrailleuse, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Si les Allemands n'avaient pas pu tirer, les Soviétiques seraient partis jusqu'à Berlin. La contre-offensive soviétique est un succès, mais ça n'a rien à voir avec 1812. Les Allemands arrivent à bloquer la contre-offensive soviétique dès le mois de février. La Russie n'est pas invincible. Les Polonais ont battu les Russes au XVIIe siècle. En 1917, les Allemands ont battu les Romanov à la faveur de troubles antérieurs. C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que, face aux Russes, la victoire militaire ne suffit pas en elle-même? Est-ce qu'il faut aussi abattre un atout, une botte secrète? Et si vous me permettez, Thierry, parce que c'est cette histoire de l'abolition du servage qui est... Est-ce que c'est raisonnable de penser que Napoléon aurait pu penser à subvertir l'ordre social russe? Est-ce qu'il n'y a jamais pensé? Et est-ce qu'il pouvait le mettre en œuvre? Napoléon veut être considéré comme un monarque légitime qui fait partie de la grande famille des monarques européens. Donc son but n'est pas de tuer le tsarisme ou le tsar ou quoi que ce soit. Son but, c'est de faire de la grande politique et au fond d'entrer dans cette grande famille. Donc il ne va pas, comment dire, subvertir son système social pour mettre la monarchie à bas. Et puis la deuxième chose, c'est que après Smolensk, le tsar utilise véritablement la propagande de la guerre patriotique, de la Sainte Russie, etc. La réunion du peuple russe autour de l'empereur est incontestable. Je comprends bien cet attachement au principe dynastique en 1812. En revanche, il me semble qu'en 1941, Hitler avait une main extraordinaire. La Wehrmacht est reçue à bras ouverts dans les pays baltes et en Ukraine, au moins en Ukraine occidentale. Hitler n'est pas venu chercher des alliés ou des vassaux,
Il est venu chercher les colonies. Là, il a perdu une carte majeure. Mais tel n'est pas le dessein nazi. Et la deuxième carte, et là on rejoint le servage, c'est qu'il y a quand même une forme de servage dans la Russie soviétique. C'est la collectivisation de l'agriculture. Là, il y avait une deuxième carte socio-économique à jouer. C'était un atout qui pesait lourd. Et là, évidemment, les Allemands n'ont rien joué de tout ça, parce que sinon Hitler n'aurait pas été Hitler. Pas faire du chrony, parce que dans le cas nazi, ça n'a pas de sens. C'est Hitler, le nazi, qui veut la guerre, il ne peut pas se dénazifier pour la gagner. C'est pas possible. Donc là, il est ce qu'il est. Alors que je pense que cette Union soviétique était, de ce côté-là, peut-être plus fragile que ne l'était la Russie d'Alexandre Ier. Cette obsession criminelle contre les Juifs a finalement renforcé cette atmosphère de terreur qui n'accompagne pas l'armée de Napoléon, mais qui accompagne l'armée allemande. C'est une terreur dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui s'est exprimée non seulement par la liquidation de 500 000 femmes et enfants juifs, au vu et au su de tout le monde. C'est ça qui est terrible. C'est que même le paysan ukrainien qui est antisémite, ça le fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est que cette armée ? La deuxième manifestation de terreur de masse, c'est la façon dont les villes ont été traitées. C'est la terreur à l'état brut. Et le troisième spectacle qui va faire comprendre aux soviétiques que, bon, entre deux monstres, on va choisir celui qui parle notre langue, c'est le sort épouvantable des prisonniers de guerre soviétiques. Ces 3 millions de soldats qui, au vu et au su, encore une fois, de tout le monde, sont abattus par dizaines de milliers le long des routes, ou laissés mourir de faim dans des camps à ciel ouvert, en Russie même. Donc ce spectacle d'une terreur sans limite va finalement priver les nazis de toute espèce de levier politique. Moi, je pense que non. La Russie, c'est comme je sais plus, je crois que c'est Metternich ou Talleyrand, on ne sait jamais, qui a dit c'est le commencement de la fin. Oui, mais enfin, on était quand même encore assez loin de la fin. Donc, ça a été une très malheureuse aventure, une catastrophe militaire, mais pas tant que ça, une catastrophe politique à long terme. Chez les Allemands, en 1941, c'est un revers terrible. D'abord parce que c'est la première vraie défaite. Incontestablement, le monde, pour la première fois, une armée a réussi à faire reculer la Wehrmacht et à lui enlever 1 million d'hommes. Pour Hitler, donc, curieusement, ça le renforce, parce que, et c'est à ce moment-là que Hitler a joué une arme qui va transformer cette défaite militaire réelle et importante en un gain en termes de prestige, c'est le Halbbefehl, qui dit « on s'arrête là, pas question ». Si on veut éviter le destin de Napoléon, de se lancer dans une vaste retraite. Peu importe de savoir si militairement il a eu raison. En revanche, politiquement, il a eu raison. Pour tout le monde, il est apparu comme le grand chef. C'est pas encore le début de la fin, mais l'alignement favorable des planètes commence à se désorganiser pour le Reich.